Bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette session de la semaine de la CLISE avec Benoît Didier qui aujourd'hui va nous parler des rituels de débuteurs en histoire-géographie. Donc Benoît est enseignant à TFS, j'espère que je le prononce bien, à Toronto. Donc je vous laisse présenter Benoît et ensuite vous aurez l'opportunité d'échanger, de poser des questions à la suite de la présentation. Bonne session à tous. Merci. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir offert cet espace de parole. Je tiens à vous dire que si jamais vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je préfère à la limite que vous fassiez ça plutôt qu'on en attende à la fin, même si évidemment je serai ravi de répondre à vos questions à la fin de ma présentation. Maintenant, j'ai un petit peu d'entraînement avec quasiment, je crois, 6 mois d'enseignement à distance pour réussir à la fois à parler, avoir un œil sur le chat et essayer de répondre à vos questions. Effectivement, je suis enseignant depuis presque 2 ans à TFS, Toronto French School, qui est donc une école qui se trouve à Toronto, comme vous pouvez l'imaginer, au Canada. C'est une école qui a la particularité d'être une école internationale, francophone, dans un milieu anglophone. Et si j'en parle, c'est parce que ça a une certaine importance, vous allez voir, par rapport à ce que je vous présente, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Alors, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les rituels de début d'heure. Et c'est vrai que dans ma proposition, j'avais dit en histoire géo, mais je pense que c'est bien au-delà de tout ça. En effet, ce que je peux vous présenter aujourd'hui, ce sont des rituels de début d'heure qui sont vraiment applicables dans de très nombreuses autres disciplines, avec évidemment les variations qui s'imposent selon les exigences de telle ou telle discipline. Ce que je vous propose, c'est que d'abord, dans un premier temps, je vous explique de quelle manière j'ai décidé de mettre en œuvre les deux rituels que sont le match et l'enquête, et de vous proposer aussi un petit retour d'expérience, les variantes qui sont possibles. Et encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à me poser les questions au fur et à mesure si j'arrive à les voir, parce que là, je ne sais plus si je les... Bon, peu importe. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter deux rituels que j'ai intitulés le match et l'enquête. Dans un premier temps, et par souci de vous expliquer quelle était, on va dire, ma logique intellectuelle avant de mettre en place ces rituels, je vous propose un rapide historique. Je vous promets, ça va être rapide. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu ma démarche et quelles sont les différentes étapes que j'ai envisagées afin de mettre cela en place. Pour comprendre la naissance et la genèse de ces deux rituels de cours, il faut remonter à 2009, ce qui ne nous rajeunit pas, qui était ma première année en tant qu'enseignant. À ce moment donné, lorsque j'ai commencé, je cherchais à interroger un élève au début de chaque heure de cours. Je pense que c'est une pratique que l'on connaît tous, non pas parce qu'on l'a forcément pratiquée, mais parce qu'on l'a vue, parce qu'on l'a vécue. Et c'est une pratique qui est, je pense, assez répandue. L'avantage de cette interrogation au début d'heure, c'est-à-dire le professeur pose des questions à un élève, c'est que ça permet de vérifier la bonne maîtrise des connaissances d'un élève et ça permet de donner une note à l'oral. L'oral qui est évidemment quelque chose qu'on évalue peut-être un petit peu moins et je me rends compte que c'est quelque chose que j'essaye aussi d'évaluer de plus en plus. Malheureusement, il y a aussi tout un tas de conséquences, tout un tas, on va dire, d'aspects négatifs à ce type de rituel de début d'heure. Première fois, généralement, il est très improbable d'interroger plus d'une fois par trimestre un élève. En effet, on a tellement d'élèves que si on arrive à interroger 2 fois un élève pendant un trimestre, ça paraît beaucoup. Il y a aussi, moi, ce qui me posait souci, c'est vraiment que le fait, les autres élèves, pendant ce temps, ils n'étaient pas vraiment actifs. Ils soufflaient juste finalement que l'épée de Damoclès n'était pas tombée sur leur tête. Ils étaient bien contents que ce soit leurs camarades. Et finalement, pendant ces 5 minutes, il ne faisait pas vraiment grand-chose. Et encore une fois, j'étais jeune professeur et je reconnais que je le faisais aussi peut-être pas de la bonne manière. Aussi, je trouvais que ça générait une certaine forme de stress avec l'idée de est-ce que je vais être interrogé aujourd'hui? Est-ce que c'est sur moi que cela va tomber? Et donc ça, c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible, étant moi-même en tant qu'élève sensible à ces questions-là, et que je cherchais donc à évacuer. Ayant fait ce constat, je me suis dit, dès l'année d'après, qu'il fallait que je change cette manière de faire. Je voulais garder un moment comme ça, en début d'heure, où on reprenait les éléments du cours précédent, mais je voulais essayer de garder les points positifs, évidemment, de cette interrogation dite classique, mais en enlevant évidemment tous les points que j'avais identifiés comme étant des points négatifs.
Je voulais donc continuer à interroger l'élève sur sa maîtrise de l'oral, sur sa maîtrise des connaissances, mais je souhaitais engager un maximum d'élèves, que ça ne soit pas one-on-one, comme on dirait ici, susciter aussi l'autonomie et l'initiative, que ça ne soit pas la décision du professeur qui tire un chiffre au hasard, mais que ça soit une action volontariste de la part des élèves. Et donc, j'ai mis en place le match et l'enquête. Le match et l'enquête, vous commencez à le comprendre, ce sont donc des rituels de début d'heure. Et ce que je vous propose de faire, parce que souvent, on va dire qu'un un bon enregistrement dans mon cas ou une bonne vidéo vaut mieux qu'un long discours, ce que je vous propose, c'est d'écouter 3 minutes d'un de mes cours que j'ai donné il y a quelques semaines. Alors, j'ai enlevé la vidéo, j'ai uniquement gardé l'audio. Et je vous propose d'écouter la manière dont je le fais avec les élèves. Alors, ce n'est pas parfait, je n'ai pas cherché à le refaire jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui soit optimal, mais je pense que ça va vous donner quelques indications sur qu'est-ce que le match, qu'est-ce que l'enquête. Je vous laisse écouter, j'espère que vous allez bien entendre, et ensuite, on en rediscute. Donc, nous allons commencer avec le match. Est-ce que j'ai un ou une volontaire pour poser sa question? Jackson, vas-y. Combien de tonnes de CO2 produisent les méthodes de transportation utilisées par les touristes en France par an? Oui, alors attention, en français, vous faites souvent l'erreur, c'est les méthodes de transport. Transportation, c'est en anglais transport. Oui, alors c'est une question très précise. Combien de tonnes de CO2 produisent les méthodes de transport utilisées par les touristes? Lincoln, vas-y. Ils produisent 30 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Oui, très bien. Ta question, Lincoln? Quel est un des mauvais aspects du tourisme? Oui, un aspect négatif du tourisme. Alors, quelque chose qu'on a pas mal déjà évoqué. Facile. Andrea? Le tourisme porte plusieurs problèmes avec l'environnement. Oui, par exemple. Très bien. Ta question, Andrea? Quels sont les 3 piliers du développement durable? Oui, très, très important. Quels sont les 3 piliers du développement durable? Sonia? Les 3 piliers du développement durable sont favoriser l'enrichissement de la population mondiale, oui, lutter contre les inégalités et favoriser le développement des populations et oui, préserver l'environnement. Oui, très bien. Ta question, Sonia? Qu'est-ce que c'est le développement durable? Oui, très bonne question aussi. Qu'est-ce que le développement durable? Soit la définition, soit avec vos propres mots. Est-ce que j'ai un ou une élève qui veut bien répondre à cette question? Alors, allez, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Alors, qu'est-ce que c'est que le développement durable, d'après vous? Ne me faites pas croire. Madeleine, vas-y. C'est l'idée que les humains doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures. Oui, ça veut dire quoi la fin de cette phrase? Sans compromettre la capacité des générations futures? Comme, par exemple, beaucoup de pollution, ça compromet la capacité des autres. Oui, c'est-à-dire que la manière dont finalement on se développe aujourd'hui ne soit pas contraire avec l'idée que l'on va pouvoir continuer à se développer dans le futur. J'avais pris effectivement l'idée de cette forêt que l'on va par exemple toute couper. Cela peut aussi être par exemple la création de certaines inégalités, etc. etc. Très bien, ta question Madeleine? Madeleine? Les joies des cours en direct, en ligne. Merci. Mon Wi-Fi ne marche pas vraiment, alors je vais cahier mode. Bon, sinon, tu te souviens plus qu'il en est? C'est quoi une change qui va aider l'environnement? Alors, il faudrait que tu recontextualises. Tu vois, de quel sujet tu parles? Est-ce que tu parles du tourisme? Est-ce que tu parles... voilà, donc... On parle de l'économie. Oui, juste le tourisme. Alors, donc, reformule ta question, s'il te plaît, Madeleine. C'est quoi une change au tourisme qui va aider l'environnement? Oui, qu'est-ce que l'on peut changer dans la manière dont
fait le tourisme actuellement pour que ça améliore son impact sur l'environnement. Qui me répond à cette question, s'il vous plaît? C'est un petit peu... Alors, est-ce que j'ai un ou une volontaire? Non? Personne? Mais dis donc, je vous rappelle que ça compte, hein. Vous avez une note avec le match. C'est vraiment important que tout le monde participe, surtout si on reste quelques semaines en ligne. Alors voilà, je vais couper là parce que justement, je voulais que vous alliez jusque-là. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai pris exprès cet enregistrement-là parce que je vais en reparler à plusieurs reprises. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais d'après moi, ça permet non seulement de comprendre ce que c'est que le match, ce rituel en début d'heure, et ça permet aussi de comprendre pourquoi je le fais, c'est-à-dire quels sont les avantages. Finalement, c'est quoi? C'est une série de questions, telles que vous l'avez entendu, qui sont posées en début d'heure. Sauf que, contrairement au fait que ce soit le professeur qui va poser toutes les questions aux élèves, ce sont finalement les élèves qui vont se poser les questions les uns aux autres. En fait, comment ça fonctionne? Ici, j'ai fait un petit schéma. Imaginons que le bonhomme en blanc, c'est le professeur et les 6 autres personnes, ce sont les élèves. On va dire que dans ce que je faisais en 2019, on a le professeur qui pose une question à l'élève et l'élève qui lui répond. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais donner la parole à un élève qui va poser sa question, qui va trouver un volontaire de la manière, je vais l'expliquer dans la classe, qui va répondre à cette question, qui va à son tour poser la question à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, chaque début d'heure de cours va commencer par 5 minutes, si je puis dire, d'une série de questions que les élèves vont se poser les uns avec les autres. Alors là, comme vous l'avez entendu, c'est un enregistrement qui se fait en ligne, parce qu'on est retourné en ligne depuis quasiment un mois maintenant. Ce n'est pas la configuration idéale, mais justement, ça prend tout son sens de continuer aussi de le faire alors qu'on a pu le cours en présentiel, de continuer à pouvoir garder à la fois ce contact avec les élèves, de continuer à travailler l'oral et à continuer évidemment de se remémorer de ce qu'on a fait le cours précédent. Alors, comment est-ce qu'on le met concrètement en place? Vous l'avez compris, et à la fin, devant un petit peu l'inaction de certains de mes élèves qui n'étaient pas forcément très réveillés, c'était l'heure après le déjeuner, j'ai parlé d'un système de points, etc., etc. En fait, pour mettre en œuvre ce match, moi, j'utilise deux choses relativement simples. Ce que j'appelle une fiche match et un cahier de prof. Une fiche match, c'est quoi? C'est tout simplement une fiche. Alors, vu le contexte actuel, j'ai eu énormément, on va dire, j'ai changé énormément de faire en fonction, on va dire, de contexte sanitaire, mais à l'origine, c'est une copie double. Sur cette copie double, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, je demande aux élèves de marquer la date du prochain cours, et sur cette copie double, je vais demander à chaque élève de poser une question sur le cours précédent, le cours qui vient d'être fait, et d'indiquer aussi sa réponse. J'attire une attention particulière au fait que ça doit toujours être fait sur cette fiche, vous comprendrez pourquoi, et que tout doit être écrit, on va dire, avec des phrases complètes, que ce soit la question et la réponse. Actuellement, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire un fichier doc qui... vous le voyez, hein, en septembre 2020, j'étais déjà dans cette configuration, où on retrouve les mêmes marqueurs, c'est-à-dire la date, mais aussi une question et une réponse. Une fois que vous avez cette fiche match, c'est-à-dire qu'une fois que chaque élève a cette fiche match, il va inscrire tout au long du trimestre l'ensemble de ses questions et de ses réponses sur cette fiche match. Cette fiche match, je vais la prendre en compte, je vais la ramasser à la fin du trimestre pour évaluer leur travail. Alors, quand je parle d'évaluation de leur travail, c'est là où rentre en jeu le cahier de prof. En fait, ce qui va se passer, c'est que je dis la chose suivante aux élèves. Lorsque vous posez correctement une question, c'est-à-dire une question qui soit intéressante sur un point de vue, évidemment, des connaissances, c'est-à-dire que quand on commence ça, notamment avec les petites classes, c'est très, très, très formateur parce qu'ils vont poser des questions sur comment s'appelle la personne dans le texte. Et là, il va falloir leur expliquer que non, la question qu'ils ont posée porte sur un détail, alors que le but, c'est de poser une question sur un élément qu'ils ont identifié comme étant suffisamment important dans le cours pour pouvoir, j'ai mon alarme incendie qui se déclenche, pour pouvoir justement poser une question dessus. Donc, à chaque fois qu'un élève pose une question, il a un point. À chaque fois qu'un élève donne une bonne réponse, il a aussi un point. Et pour cela, j'utilise une application, mais je suis sûr qu'il y en a énormément d'autres, dans lequel en fait je consigne le nombre de points de chaque élève. C'est-à-dire que
Ça, c'est mon plan de classe, actuellement des élèves de cette année, c'est le niveau 3e, ça. Et ce que je fais, c'est que lorsque, par exemple, un élève pose sa question, l'ensemble des volontaires lèvent la main pour pouvoir y répondre et d'un rapide coup d'œil, je vois qui a déjà beaucoup de points et qui a pas beaucoup de points. Et évidemment, je vais toujours favoriser celui qui a le moins de points. Vous vous souvenez, au début, je vous disais que je cherchais un exercice qui favorisait, si je puis dire, l'autonomie et l'initiative. C'est typiquement cela. C'est-à-dire que là, c'est l'élève qui va être volontaire pour répondre à une question. Et si cet élève il a moins de points qu'un autre élève, eh ben, systématiquement, je vais lui donner la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas de l'idée de se dire que tel ou tel élève ne sera pas interrogé. Ou que, etc., etc. D'ailleurs, ça permet de désamorcer pas mal des fois des conflits avec des élèves qui posent la question de savoir pourquoi eux, ils ne sont pas interrogés alors que les autres, que oui. Okay. Donc, si je résume, et j'espère être le plus clair possible dans ma pensée, chaque début d'heure de cours, les élèves arrivent. Ils ont préparé une question match. Ils ont écrit cette question match sur leur fiche match et ils lèvent la main pour poser leur question. Un premier élève pose sa question. L'ensemble des élèves qui connaissent la réponse vont lever la main. Le professeur va donner la parole à celui qui a le moins de points. Tu poses ta question correctement, tu as un point. Tu réponds ta question correctement, tu as un point. Aussi, pourquoi je vous parlais de cette fiche match et son importance, en fin de trimestre, je ramasse cette fiche. Je la ramasse pour 2 raisons. Premièrement, pour vérifier si le travail a été fait régulièrement. Pourquoi ? Parce que même si au début de l'année, je vérifie que la question match a été faite, il est vrai que je trouve que c'est une perte de temps de le faire systématiquement à chaque heure. Alors qu'en fait, en fin de trimestre, d'un rapide coup d'œil en comptant le nombre de questions, vous voyez si l'élève a fait ou pas son travail. D'ailleurs, dans la note finale, j'intègre aussi ces différents aspects. Alors, voici ce que je leur demande de coller en haut de leur fiche match, mais je pense que ça peut être adapté. Il y a en fait des points sur les questions qu'ils auront posées à l'oral, il y a des points sur la régularité et il y a le point sur la qualité des questions posées. Mais ça, encore une fois, je pense que chacun peut l'adapter par rapport à sa pratique. Moi, je trouvais évidemment important de laisser une grande part à l'oral et de poser des questions, de regarder aussi que c'était fait régulièrement. Alors, j'avais mis aussi en place un système que j'ai un petit peu interrompu, qui était d'enlever des points si la réponse n'était pas bonne. En fait, je le faisais parce qu'une de mes premières années, j'avais une classe de 6e qui levait la main sans connaître la réponse et qui tentait absolument toutes les réponses. Et on se retrouvait finalement à être très, très contre-productif parce qu'il y avait énormément de choses fausses qui étaient dites à l'oral. C'était un petit peu au petit bonheur la chance et je voulais éviter cela. Mais honnêtement, je n'ai plus à, on va dire, réemployer ce garde-fou. Alors, d'après moi, quelles sont les 3 vertus de cet exercice ? Premièrement, on évalue la maîtrise des connaissances et cela permet évidemment aussi de faire un lien avec le cours que je vais commencer. Deuxièmement, et vous l'avez entendu dans l'enregistrement que je vous ai projeté, on évalue l'oral et surtout la maîtrise du français. En ce qui me concerne, j'ai quasiment aucun élève qui est francophone, qui parle français à la maison, et c'est véritablement pour moi l'occasion de vérifier que le vocabulaire il est su, que globalement, ils sont capables de formuler une phrase en français en utilisant une syntaxe et une grammaire appropriée. Je me suis aussi rendu compte que quand je le faisais en France, parce que je le faisais surtout avec les petites classes, ce n'était pas forcément acquis pour la plupart des élèves poser une question, ni y répondre en faisant une phrase. Et j'ai trouvé que c'était un très bon exercice, notamment dans la perspective de l'évaluation future. Non seulement parce que ça les entraîne finalement à répondre avec des phrases complètes, on peut imaginer faire ça d'ailleurs avec une langue étrangère, etc., etc. Mais ça leur permettait aussi d'évaluer qu'ils se rendent compte de ce qui était important ou pas dans le cours. Bien que je leur donne une fiche d'objectifs et de révision à la fin de chaque chapitre, ça me permettait finalement de voir très rapidement quels étaient les élèves qui arrivaient à identifier les notions, les connaissances, les compétences importantes du cours et ceux qui passaient complètement à côté et je pouvais les aider. Évidemment, le but, c'est aussi d'évaluer la régularité et donner ce travail comme une espèce de petite routine, de petit rituel. Ici, au Canada, c'est très, très important, cette notion de ritualisation, de routine, comme ils disent au Québec. Et je crois que ça a des vertus et je vais en parler à la fin. Voilà. Ça, c'est, on va dire, l'exercice tel qu'il est de base, tel que je le pratique depuis quelques années et je dois dire qu'il me donne parfaitement satisfaction. Il me permet d'évaluer
les connaissances des élèves. Il me permet de mobiliser à peu près 10 élèves en chaque début d'heure de cours, tout ça pour simplement 5 minutes de cours investis, et on va dire que je trouve que cela fonctionne très bien. Ça fait une note d'oral, les élèves un petit peu timides sont aussi poussés à participer, etc., etc. Évidemment, on peut modifier cet exercice selon, à mon sens, 4 critères. D'abord, la temporalité, comment est-ce qu'on note, est-ce qu'on les laisse volontaires, et proposer même des variantes complètement différentes. La première question que je me suis posée, c'est quand est-ce qu'on fait la question match? Au début, j'ai commencé en leur disant, vous allez faire ça à la maison. Et c'était un exercice, c'était finalement le seul exercice d'ailleurs que je leur donnais d'une séance à l'autre. Une espèce de relecture active de leur cours qui leur permettait en fait non seulement de reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois, tout en se posant des questions sur ce cours, littéralement parlant, parce que je leur demandais d'écrire une question. Alors, évidemment, cela suppose que les élèves soient autonomes et fassent cela. Cela devient vite un cauchemar si les élèves ne le sont pas ou si jamais on se rend compte que la moitié des élèves ne l'ont pas fait, etc., etc. Et c'est là où je me suis mis à expérimenter d'autres manières de faire. Je ne sais pas si elles sont meilleures ou moins bonnes, mais je vous les livre. Deuxième possibilité, à la fin du cours. Ici, j'ai découvert au Canada qu'il y avait une pratique très courante qui s'appelle les billets de sortie. Les billets de sortie, c'est un petit exercice qu'on va demander aux élèves pour simplement vérifier qu'ils ont bien compris le cours. Et je me suis dit, c'est le billet de sortie parfait. Je vais leur demander de poser une question sur le cours que nous venons de faire. Ils ont pu à le faire à la maison. Plus dans le contexte actuel de l'enseignement à distance, c'est quand même un atout. Et donc, ça, c'est quelque chose que je pratique actuellement. Il y a eu aussi une autre version qui est de faire préparer les élèves la question au début de cours. Je l'ai fait notamment quand j'avais des élèves en SECPA, grande difficulté scolaire, et je trouvais que c'était aussi une très bonne manière finalement de commencer mon cours. On reprend le cours de la dernière fois, on prend 10 minutes pour le lire, pour vérifier qu'on l'a bien compris, on prépare sa question match, on pose sa question match, et ceux qui ont enseigné en SECPA savent que l'ascension de ces élèves-là est très courte et que ça permettait vraiment de segmenter l'heure de manière très efficace. Voilà. La deuxième chose, c'est la note. Comment est-ce qu'on note cela? Évidemment, la règle, c'est toujours interroger l'élève qui a le moins de points. Et pour avoir les points, en fait, ce sont ces 4 critères que j'essaye de toujours mettre en avant. La qualité des connaissances, la qualité du français, la pertinence de la question et éventuellement répondre à une question qui n'est pas la sienne. Oui, parce que si vous avez préparé une question match et vous répondez à un autre élève qui a posé exactement la même question, finalement, on enlève un petit peu l'esprit de maîtrise des connaissances, vu qu'il ne maîtrise pas les connaissances, moins en tout cas, c'est moins vérifiable. Voici ce qui me permet de dire à l'élève, là, tu as un point, mais vous voyez que je ne leur dis même pas à l'oral, si jamais ils ont respecté ces 4 critères. Enfin, avant-dernière, qui interroger? Est-ce que j'interroge les élèves qui lèvent la main? C'est ce que je fais dans 90% des cas. Pourquoi? Parce que je veux favoriser l'initiative et l'autonomie. D'ailleurs, c'est un des critères aussi de ce qu'on appelle Approaches to Learning. Ici, en Ontario, je dois évaluer la capacité des élèves à être autonomes et à faire preuve d'initiative. Mais des fois, on se rend compte que dans certaines classes, les élèves ne lèvent pas la main. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal révisé leur cours, parce qu'ils n'ont pas envie. Et dans ces cas-là, il m'est arrivé aussi de choisir des élèves à interroger. Pas pendant un très long laps de temps, mais pendant suffisamment longtemps pour vérifier finalement que tout simplement, ils avaient bien revu leur cours et qu'ils étaient bel et bien mobilisés. Enfin, dernièrement, j'aimerais vous présenter quelques variantes que j'ai mis en place par rapport à cet exercice de base. Et ensuite, je garderai un maximum de temps pour les questions. La première variante que j'ai inventée, je l'ai appelée l'enquête. Alors, ça doit vous rappeler un jeu de notre enfance et encore d'aujourd'hui auquel on est familier, qui est la bataille navale. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de ludifier un petit peu l'activité et plutôt que de poser des questions comme ça dans le vide, proposer aux élèves de sélectionner une case dans une grille de bataille navale et si jamais la réponse est bonne, on enlève la case. Vous voyez que j'ai mis en place 3 couleurs. Et ces 3 couleurs, c'est aussi une variante, correspondent à 3 niveaux de questions. J'ai établi avec les élèves en fait que lorsqu'il y a des questions, il y a 3 manières de poser une question. Ici, avec eux, je vais remettre ça après, il y a les questions vertes, c'est-à-dire les questions sous la forme d'un QCM, qui sont des questions plutôt faciles. Les questions bleues, qui sont les questions simples, telles que vous les avez entendues, par exemple, dans l'enregistrement.
Et les questions rouges, et non pas verts, qui sont des questions qui vont terminer par « justifie ta réponse ». Et l'idée, en fait, c'était de me dire, je vais demander aux élèves de soit de préparer une question verte, soit une question bleue, soit une question rouge. Ces questions sont graduellement plus difficiles et donc elles rapportent aussi plus de points. Répondre à une question verte rapporte 1 point, répondre à une question bleue rapporte 2 points, répondre à une question rouge rapporte 3 points. Et pour les inciter à faire des questions rouges et bleues, parce qu'évidemment, on veut évidemment que les élèves justifient leurs réponses, j'ai mis en place ce système de bataille navale où, pour découvrir ce qui était caché derrière, ils devaient forcément des fois passer par des questions bleues ou des questions rouges. Ici, ce que j'avais fait, je ne le fais plus cette année, mais ce que j'avais fait à cette époque, c'est que j'avais caché des bâtiments qui étaient en lien avec le programme. Et en fait, à chaque fois qu'ils découvraient un bâtiment, ils avaient un petit questionnaire à répondre chez eux en forme de classe inversée qui leur apportait un petit peu plus de points. Je pourrais m'attarder un petit peu plus dans les questions si jamais ça vous intéresse, mais l'idée, c'était de ludifier un petit peu, de proposer une alternative et surtout d'avoir ces 3 niveaux de questionnement. Une autre variante, c'est la variante Pac-Man, que j'avais appelée l'énigme, où la classe déplace son personnage tous ensemble. Et là, vous comprenez, pareil, ils sont obligés de poser des questions différentes s'ils veulent avancer. Pareil, j'avais essayé de ludifier un petit peu en mettant des bonus, etc., sur le plateau pour donner un petit engagement supplémentaire de la part des élèves. Ce n'est pas nécessaire, mais je trouvais ça intéressant. Ils devaient récolter ici en fait des indices pour résoudre une énigme, un peu comme sous la forme d'un escape game. Voilà. Une fois qu'ils avaient récolté tous les indices, ils étaient en mesure de résoudre l'escape game. Donc, vous voyez, j'aimais bien aussi adosser cela à des projets comme ça sur le long terme au niveau de l'année. Voilà. D'ailleurs, quand on a un tableau numérique interactif, certains reconnaîtront ma salle de cours en France, il est tout à fait possible de faire venir un élève au tableau pour sélectionner les cases. C'est des choses, encore une fois, qu'ils aiment bien. Voilà. Alors, la dernière chose auquel je voulais vous parler, et ensuite je ne vais pas être plus long, c'est qu'est-ce que je trouve que cela apporte de positif. Évidemment, si j'ai mis ça en place en 2010 et que je vous en parle en 2021, c'est parce que je crois fortement à la pertinence de cet exercice. Je crois aussi fortement au bienfait finalement de ce que cela peut apporter. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, évidemment, ça favorise l'apprentissage du cours. C'est-à-dire qu'on est sur une relecture active du cours, d'ailleurs que ça se fasse à la maison, que ça se fasse au début d'heure de cours ou que ça se fasse à la fin d'heure de cours. Ça permet aussi d'identifier les élèves, d'identifier les contenus importants. Et ça, en prévision de l'évaluation, je me suis rendu compte que c'était extrêmement important. Parce qu'une fois qu'un élève va poser une question qui n'est pas pertinente, on va lui expliquer pourquoi ce n'est pas pertinent et il va pouvoir finalement avancer, il va pouvoir comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui est pertinent en écoutant aussi les questions des autres. Troisièmement, évidemment, ça permet de travailler le français. La fameuse directive que l'on a tous de travailler la maîtrise de la langue dans nos disciplines, ici, elle est vraiment au cœur de cet exercice. Encore plus lorsqu'on enseigne à des élèves qui ne sont pas francophones, qui sont allophones pour la plupart. Ça permet de vérifier si le vocabulaire il est compris. Moi, le jeu favori de mes élèves, c'est de mettre un mot en anglais ou 2 au milieu de leurs questions. Je les oblige à reformuler, évidemment. Enfin, ça permet vraiment de structurer l'heure de cours. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que surtout dans les petites classes, ils savent qu'ils commencent par le match. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'installent à leur table, et ce que je vous dis, je l'ai aussi entendu d'autres collègues à qui j'ai déjà parlé de ce rituel de début d'heure de cours et qui l'ont mis en place dans leur cours, et ils m'ont dit exactement la même chose que l'expérience que j'avais vécue. Les petites classes, notamment les 6e, ils s'assoient, et je vous assure qu'avant même d'être assis, ils ont la main levée, le cahier ouvert ou leur fiche match, et avec l'autre main, ils essayent de sortir les affaires de leur sac pour tout mettre sur la table. Alors, des fois, il faut un petit peu calmer la motivation et les ardeurs des élèves de 6e, mais clairement, ils savent que quand on rentre dans l'heure de cours, il y aura le match. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir, il faut sortir cette fiche match, il faut sortir, et ça met vraiment un rituel. Et moi, quand j'étais dans des établissements assez compliqués, qui étaient classés REP+, c'était vraiment une manière de pouvoir rentrer directement dans l'heure de cours.
toujours dans la même optique, on est dans l'idée de proposer une routine. Et les routines, comme je vous l'ai dit, ici au Canada, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est au cœur de la pédagogie. Et je me rends compte aussi du bienfait de celle-ci. Je vous ai mis 2 citations qui sont en anglais, je vais commenter en français, qui vont dans ce sens-là. Ici, cette citation, qui est un extrait d'un site internet, enfin, d'une association qui s'appelle Raising Children Network, où en fait, ils nous disent quoi? Ils nous disent que les routines, c'est ce qui permet en fait aux personnes, et aux élèves dans notre cas, de savoir s'organiser. Ça permet aux élèves d'avoir un certain sens de la sécurité, ça va accroître leur indépendance et ça va mettre en place des habitudes positives de travail. Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit que ça correspondait assez bien avec moi, ce que j'avais constaté de manière assez pragmatique et sans forcément avoir un échantillon, même si ça fait assez longtemps, mais un échantillon significatif. La deuxième citation, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'au-delà des aspects scolaires de cette routine, l'idée, c'est que la routine permet, ici, d'après McLaren Journal, qui est un journal de l'éducation aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, qui permet de dire qu'en fait, cela permet aussi d'aider à tout ce qu'on appelle la gestion de classe. C'est-à-dire que cela permet, et loin de moi l'idée de dire que le match et l'enquête vont permettre de réussir à faire face à des classes qui posent des problèmes de comportement ou de discipline, mais introduire ces règles, introduire ces routines vont finalement permettre de structurer, de mettre un cadre, et ce cadre va aussi instaurer un sentiment de sécurité pour l'enseignant. C'est vrai que c'est le cas pour l'élève, mais c'est aussi pour l'enseignant. Et encore une fois, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté après plusieurs années dans l'éducation prioritaire, je me suis rendu compte qu'en tant qu'enseignant, c'était véritablement une manière de structurer mon cours, d'être sur quelque chose qui était connu par les élèves et qui permettait véritablement d'instaurer une routine qui est plutôt quelque chose de sécurisant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Et j'espère n'avoir pas été trop long. Je ne voulais pas parler plus d'une demi-heure. Je crois que j'ai un petit peu dépassé. J'espère aussi avoir été clair. Et maintenant, je suis évidemment plus que ravi de répondre à vos questions ou à vos demandes d'éclaircissement si jamais vous en avez besoin et si je n'ai pas été peut-être suffisamment clair sur tel ou tel point. Alors, je vais arrêter de partager ça. Je ne voyais pas le chat. Alors, je vais répondre peut-être déjà aux questions. Claire qui me dit, ça pourrait être intéressant de laisser l'élève qui a posé la question de valider ou non la réponse avant le prof. Oui, c'est ce que je fais en temps normal. Effectivement, je demande à l'élève qui a posé la question de valider la réponse parce que cela montre que lui-même connaît la réponse à ces questions, parce qu'on est surpris. Hein. Des fois, il y a des élèves qui posent des questions, mais justement, ça permet de rendre des fois, certains élèves posent des questions archi difficiles dont ils n'ont même pas la réponse. Et c'est très, très intéressant parce que cela permet, justement, si on lui demande de valider, de se rendre compte que lui-même ne connaît pas la réponse et donc il n'est pas en mesure d'attendre que l'autre élève puisse le faire. C'est vrai que depuis que je suis en ligne, c'est moi qui le fais parce que vous imaginez bien, vous l'avez peut-être tous connu à un moment ou à un autre, quand on organise ces séances en ligne, ce qui est mon cas à 5 heures par jour, c'est pas toujours évident, mais effectivement. J'utilise une application, est-ce que j'ai ma tablette? Non, elle est en haut. Elle s'appelle TeacherEd Pro. Je vais essayer de mettre le lien dans le chat. C'est une application de suivi en fait des élèves, qui est une application qui fait en fait cahier de prof. Vous pouvez tout à fait rentrer les notes. Vous pouvez tout à fait rentrer, attendez, je fais ça en même temps, les compétences, si vous voulez d'ailleurs, etc., etc. Et c'est surtout une application où il y a un plan de classe. Et sur ce plan de classe, on peut faire apparaître, comme vous l'avez vu, j'arrive pas à trouver les notes. Alors attendez, je veux vraiment essayer de vous la trouver. TeacherEd. Ou alors, il faudrait que j'ai mon iPad. Alors voilà, TeacherEd Pro, je l'ai trouvé. C'est une application qui est payante. C'est un abonnement par mois. Il me semble que je paye 1,50 $ par mois. Moins cher que d'acheter un cahier en début d'année, si jamais on veut essayer de faire un parallèle. Mais
ça vaut vraiment le coup. Ce que je faisais au début quand je n'avais pas cette application, c'est que je faisais un plan de classe en fait sur le papier dans lequel j'inscrivais le nom des élèves et je noircissais simplement des cases pour être plus rapide. Le problème, c'est que dès qu'un élève changeait de place, j'étais un petit peu embêté alors que l'application, c'est facile. Il serait intéressant d'attribuer le point surtout aux élèves qui auraient posé une question dont la réponse n'a pas été évidente par tout camarade. Oui, je suis d'accord aussi avec ça, pourquoi pas. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment, c'est à chaque enseignant d'adapter la manière de noter. Je pense qu'on peut justement valoriser, alors c'est peut-être avant que j'ai présenté les 3 niveaux de questions, vert, bleu et rouge, mais effectivement, c'est pour ça que j'ai implémenté ça. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais le match, on va dire, dans sa version simple, dans les petites classes, et plus on avance dans les classes, plus j'introduis la notion de difficulté dans les questions. Parce qu'évidemment, lorsque un élève pose la question sur n'importe quoi, sur en quelle année, la réponse est relativement simple, alors que pourquoi peut-on dire, là la réponse est un petit peu plus compliquée. Des éclairages sur l'enquête. Alors l'enquête, c'est exactement le même principe que le match, c'est-à-dire que vous avez les élèves qui posent les questions les uns avec les autres, sauf qu'il y a ces 3 niveaux de questionnement. J'ai ajouté aussi cette grille de bataille navale qui leur permet en fait de sélectionner une case avant de poser la question. Et l'idée en fait que j'avais derrière la tête, c'était d'intégrer des éléments de classe inversée. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte à cette époque-là que on est tous pris par le temps et que des fois, passer par la classe invertée, ça peut être aussi une piste à explorer. Ici, je m'étais dit, par exemple, cette année-là, je ne sais pas si vous aviez vu, mais l'ensemble des objets qui étaient cachés derrière cette grille, ça aurait pu être des bateaux, hein, comme une bataille navale classique, c'était des monuments. Et en fait, j'avais à cœur de vouloir proposer une programmation d'histoire des arts. Et en fait, cela me permettait justement, au travers de ces 5 bâtiments qui étaient en lien avec les thématiques qu'on allait traiter en cours, de faire des petites capsules de manière complètement aléatoire, parce que cela dépendait du moment auquel ces différents monuments étaient trouvés. Mais résultat, cela créait un apprentissage qui était, par exemple, spiralaire. J'avais mis la cathédrale d'Amiens. Certaines années, on la faisait, alors ça tombait des fois par miracle pendant qu'on faisait le cours sur l'église au Moyen-Âge, mais des fois, ça pouvait tomber 2 mois après. Mais tant pis, parce que justement, ça permettait de réactiver les notions. Ou encore, ça permettait de tomber avant. Et dans ce cas-là, c'était une espèce de mise en bouche par rapport au futur chapitre. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils trouvaient un monument, ils avaient un petit exercice de classe inversée à faire avec. Et parce que je voulais que ça les motive, parce que, comme disaient mes élèves, ils disaient c'est pas juste, on répond juste et ça nous donne plus de travail, certains d'entre eux. Et donc, c'est pour ça que je mettais des points supplémentaires. Ici, en Amérique du Nord, on pourrait même aller, je pense, avec des espèces de récompenses, quelque chose qui se fait un peu moins en Europe, mais ici qui est assez fréquent. Pourquoi j'ai appelé ça le match? Tout simplement parce que je cherchais un nom et que j'ai demandé à mes élèves en 2011 d'essayer de trouver un nom à celui-ci. Et l'idée finalement d'un espèce de match est revenue et j'ai gardé ce nom. Je ne prétends pas que ça soit le meilleur du monde. Aussi, des fois, j'ai des principaux qui me demandent pourquoi il y a une note match en histoire géo au 2e trimestre et ça les étonne beaucoup. Mais voilà, c'est que de la sémantique. Je sais pas comment on pourrait les appeler. Voilà. Alors, j'ai répondu à toutes les questions qui étaient écrites dans le chat, mais n'hésitez pas soit à en mettre d'autres, soit prendre la parole si vous voulez. En tout cas, peut-être que si jamais, évidemment, vous pouvez tout à fait me contacter si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, je pense que c'est transposable dans de très nombreuses disciplines. On peut travailler, on peut imaginer par exemple des questions bleues, rouges, vertes sur différents peut-être aspects des cours lorsque cela se présente. En tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment profitable, surtout dans un contexte, effectivement, comme je le disais, d'élèves qui sont allophones. Et c'est aussi une très bonne manière, finalement, d'avoir une note par trimestre qui ne repose pas simplement sur un passage à l'oral de l'élève et qui peut peut-être même désinhiber certains d'entre eux. Je partagerai évidemment le support visuel une fois que je l'aurai fait.
Je vous mets aussi en lien mon site. Alors, je n'ai rien à vendre, aucune publicité, je ne gagne aucun argent, mais si jamais vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par mon site où j'explique aussi de manière un peu détaillée ce que c'est que le match l'enquête. Je vais vous donner le lien directement si vous voulez revoir tout cela. Je vous mets cela en lien. Alors, zut. Hop. Avec quelle application avez-vous construit la bataille navale? Alors, je l'ai construit tout simplement avec Google Drawings. C'est-à-dire que je voulais en fait avoir une application qui me permettait d'enlever les cubes au fur et à mesure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Google Drawing, qui est évidemment gratuit, disponible sur tablette, sur ordinateur, sur tout ce que vous voulez. Et l'avantage de ça, c'est que en fait, j'ai mis différentes couches. C'est-à-dire que d'abord, j'ai mis un fond. J'ai vraiment fait de manière très artisanale. Ensuite, j'ai mis mes carrés de couleurs par-dessus. Et ensuite, il me suffit d'enlever les carrés de couleurs. Et c'est pareil pour l'enquête, c'est-à-dire que le petit Pac-Man que je déplaçais, c'était quelque chose sur Google Drawing que je déplaçais en même temps. Donc, hyper facile d'utilisation. Je ne pense pas que ça pose des problèmes de RGPD pour ceux qui sont en France parce que ce n'est pas quelque chose on ne demande pas aux élèves d'aller dessus, on demande simplement qu'ils projettent cela. Et l'avantage de Google Drawing, c'est qu'on peut l'intégrer. Moi, par exemple, qui ai un site, j'intégrais la grille de bataille navale sur mon site, c'est-à-dire que les élèves pouvaient, entre guillemets, la consulter à tout moment en avance. Alors, ne surtout pas qu'ils consultent ça à tout moment, ils ont bien d'autres choses à faire, mais en tout cas, ça me facilitait la tâche. Logiciel approprié en histoire géo pour les capsules vidéo. Je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, sachant que je pratique de manière marginale, mais je le fais quand même, la classe inversée, mais je ne fais pas de capsule. Alors je sais qu'il y a un débat sur est-ce que la capsule, est-ce que s'il y a capsule, il y a classe inversée, ou est-ce que, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est pas tellement, je fais pas de capsule vidéo, je pense pas que ça soit nécessaire d'en faire pour faire de la classe inversée. En ce qui me concerne, lorsque je fais de la classe inversée par rapport à ça, je préfère tout simplement travailler sur des documents, un seul document ou encore plus de documents. Mais je serai pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà merci beaucoup pour tous vos retours. J'espère avoir été clair. J'espère que ça va vous inspirer. Moi, j'ai un collègue, ça sera ma conclusion, j'ai un collègue cette année qui a fait un espèce de jeu de loi en utilisant le même système, et quand ils arrivent à la fin, pareil, il y a quelque chose qui se passe. Je vois des collègues de maths, je vois des collègues... ça peut être adapté effectivement, vraiment, je pense, à toutes les disciplines. On peut tout à fait demander aux élèves de poser des questions d'une certaine manière sur un certain sujet. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de les faire progresser à l'oral, qui se préparent à l'évaluation. Et voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie vraiment très grandement d'avoir pris le temps dans vos emplois du temps extrêmement chargés d'être passé. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça. Bien, un grand merci, Benoît, pour cette présentation. Merci d'être venu sur cette session.